Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, l'année 913. Le lieu, Landévennec. L'abbaye, située sur la presqu'île de Crozon, est attaquée et détruite par des vikings venus par la mer. Cet événement a pris une place importante dans l'histoire de Bretagne, et le site a fait l'objet de nombreuses fouilles archéologiques. Pourtant, l'attaque scandinave est uniquement mentionnée par une phrase ajoutée en marge d'un manuscrit de Landévennec, aujourd'hui conservé au Danemark. Et ça ne semble pas être un événement majeur. On se dit effectivement pourquoi il focalise autant l'attention. On a beaucoup de mentions comme ça de raids sur des monastères, mais qui concernent les îles britanniques. Et donc là, il y a peut-être cette forme d'exceptionnalité documentaire qui a pu jouer, bon, peut-être. Et puis la deuxième raison, c'est le lien avec le site archéologique. Les fouilles archéologiques, elles viennent valider la source écrite, ce qui est très rare. Florian Mazel est professeur d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a notamment dirigé une nouvelle histoire du Moyen-Âge et travaille sur la Bretagne médiévale. La prise de l'abbaye de Landévennec est aussi restée célèbre car elle est présentée comme déclencheur de la fuite des élites bretonnes en exil avant un retour héroïque 2 décennies plus tard. Au milieu du XIe siècle, quand on veut raconter les événements, on en fait le récit d'une reconquête aux dépens des Vikings, dans une sorte de face-à-face entre païens et chrétiens à l'échelle locale. Mais ça, c'est du mythe médiéval, récupéré ensuite à l'époque moderne et contemporaine, voilà. Mais c'est quelque chose qui est une lecture rétrospective, un siècle et demi après. Dans cet épisode, vous allez nous raconter cet événement, nous en dire plus sur les Vikings eux-mêmes, et sur ce que les recherches récentes nous apprennent de nouveau sur les liens entre bretons, scandinaves, francs et normands. Et pour commencer, que pouvez-vous nous dire du contexte politique en Bretagne à la fin du 9e et au début du 10e siècle ? Il faut bien se rendre compte qu'on a très peu de documentation pour renseigner globalement l'histoire du 9e et encore pire l'histoire du 10e siècle pour la Bretagne. Parce qu'on a à la fois peu en quantité et aussi problématique en qualité. C'est-à-dire qu'on a des documents qui ont fait l'objet de ce qu'on appelle les interpolations, c'est-à-dire qu'ils ont été réécrits postérieurement. Par conséquent, on ne peut pas forcément très bien apprécier la véracité des faits qui sont attribués à telle ou telle époque. Et puis ensuite, on a parfois aussi des sources très tardives. Déjà, il faut avoir ça en tête pour voir que la reconstitution des événements et de la situation politique, elle est véritablement hasardeuse. Alors ensuite, on a aussi des sources archéologiques, par ailleurs, qui peuvent partiellement compenser ces difficultés des sources écrites, notamment pour Landévennec. Donc là, on a un beau dossier archéologique, mais qui pose lui aussi des questions, parce que l'archéologie en soi, ça ne parle pas. C'est-à-dire que malgré tout, il faut interpréter un certain nombre de vestiges, et puis là aussi, élargir le regard, parce qu'en fait, c'est en comparant le site à d'autres sites que l'on peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Alors ces précautions étant dites, je dirais, alors la situation politique de la Bretagne, elle est complexe et elle est très évolutive. C'est-à-dire c'est un siècle qui voit des retournements politiques assez nets, avec un paradoxe en son centre, je dirais, c'est-à-dire que c'est le moment où il y a une première unification politique de la péninsule armoricaine. Puisqu'avant, pour le très haut Moyen-Âge, on va dire, on avait une situation de fragmentation qu'on connaît très mal aussi, mais enfin en gros des chefferies, des principautés, des petits royaumes peut-être, mais en tout cas quelque chose de très éclaté. Là, en fait, on a une unification autour d'une famille aristocratique qui émerge à partir des années 830-840, milieu du 9e siècle, avec les grandes figures de Nominoé, Rispoé, Salomon en particulier, qui parvient à s'imposer à la tête de la Bretagne et à impulser une certaine dynamique à la fois politique, militaire, culturelle. Mais le paradoxe, c'est que cette unification se fait à l'ombre du pouvoir franc et des Carolingiens. On pourrait presque aller jusqu'à dire qu'elle est le fruit de l'interaction avec le monde franc, puisqu'en gros au début, Nominoé, il acquiert son surpouvoir en quelque sorte à l'échelle régionale, parce qu'il est investi d'une fonction de représentation de l'empereur franc, de Louis le Pieux, qui en fait son missus, son envoyé en Bretagne. Même l'acquisition du titre de roi par Salomon, qui pourrait marquer une forme d'émancipation, ce titre de roi, il lui est reconnu par Charles le Chauve, qui en fait un royaume satellite en quelque sorte. Donc, il y a à la fois cette unification, et elle inscrit tout de suite la Bretagne dans une très forte dépendance et interaction de l'Empire franc. Et ce n'est pas qu'une influence politique, l'abbaye de Landévennec en est une bonne illustration ? L'influence franque, elle n'est pas que politique, elle est aussi culturelle et religieuse, ça va ensemble. Et donc on a une très forte poussée dès le début du 9e siècle, puisqu'on a cette fameuse rencontre en 818 entre l'empereur et l'abbé de Landévennec, mais elle s'inscrit cette rencontre dans un panorama beaucoup plus vaste, avec des fortes interactions culturelles. Cette rencontre est connue par un diplôme de l'empereur Louis le Pieux. Que dans ce dit monastère,
Ils respectent la manière de vivre selon ce qui est écrit dans la règle du saint et éminent Père Benoît, et qu'ils garantissent, dans ceux en leur dépendance et dans tous les autres, l'exécution de notre commandement plénier. Selon ce que j'ai lu, on présente l'abbaye d'Andévennec à l'époque, soit comme un espèce de phare d'une culture bretonne, voire même d'une culture celtique avec l'influence des moines irlandais des siècles précédents, soit d'un avant-poste franc en terre bretonne. C'est un peu les deux à la fois ? C'est un peu les deux, et ce qu'il faut voir en revanche, c'est que c'est vrai qu'il y a des formes de gradation qui sont liées tout simplement à des logiques spatiales et territoriales. On est de plus en plus loin des centres forts du pouvoir franc. Le principal centre, c'est Le Mans, dans l'ouest, donc c'est assez loin. Puis ensuite, les relais principaux, c'est Rennes, Nantes, Vannes, pour les sièges épiscopaux, même Dole, en interaction avec le monde franc. Et puis surtout, il y a la grosse fondation de Redon, qui, elle, pour le coup, est une fondation d'un monastère, par des, entre guillemets, des indigènes, bien sûr, mais avec un appui très fort de l'aristocratie franque. Et le gros pôle monastique carolingien en Bretagne, c'est sûr que c'est Redon. Mais l'Andévennec apparaît effectivement à l'autre extrémité de la péninsule, d'une manière donc par conséquent un peu plus distante, comme malgré tout aussi, un pôle d'influence carolingienne. Mais d'une certaine manière, à l'échelle de l'Empire, on a beaucoup de situations comparables. Et que sait-on des moines de l'Andévennec à cette période ? Pas grand-chose, parce qu'en fait, on a très peu de sources écrites de nouveau, comme je le disais. Alors, peut-être d'ailleurs parce qu'elles ont été en partie détruites, en tout cas c'est l'hypothèse la plus plausible, du fait des raids scandinaves, et notamment de la destruction de l'abbaye en 913, en tout cas de la prise de l'abbaye en 913. Donc on a très peu de sources écrites qu'on connaît uniquement par un cartulaire, donc un recueil de chartes qui est constitué au milieu du XIe siècle et à la fin du XIe siècle, donc bien après. Ce que l'on sait, c'est essentiellement par le biais de certains documents qui montrent qu'il y avait une communauté dirigée par un abbé, communauté qui suivait une règle et des coutumes, comme toutes les communautés régulières en Occident à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'articulation entre une règle de référence qui est un peu un modèle idéal, et puis ensuite il y a des applications locales très variées. C'est pas spécifique à l'Andévennec, c'est dans tout le monde franc, il n'y a pas d'unité aussi forte qu'on l'a longtemps pensé. Et puis on a les renseignements issus des sources archéologiques qui montrent que, alors là pour le coup, on a un témoignage assez intéressant sur à la fois l'église et les bâtiments monastiques qui laissent supposer une communauté pas forcément énorme, on peut imaginer autour de 20-30 moines, ce qui à l'échelle de l'Empire carolingien en fait une communauté moyenne. Voilà, c'est-à-dire il y en a des plus petites, mais il y en a aussi des beaucoup plus grosses. Intéressons-nous maintenant aux derniers protagonistes de notre histoire, les Vikings. Le terme évoque beaucoup de clichés qui ne correspondent pas à la recherche historique la plus récente. D'ailleurs, la dénomination de Viking n'est pas celle de l'époque. Oui, tout à fait, il y a des relectures considérables. Alors déjà, c'est vrai que les contemporains n'utilisent pas du tout le terme viking, et les contemporains sont les victimes des agressions. Donc forcément, ça donne un type de discours qui est très souvent dans la déploration, qui décrit leur arrivée comme une catastrophe. Exemple avec Siméon de Durham qui décrit a posteriori ses premières incursions à la toute fin du 8e siècle. La Bretagne mentionnée ici est la Grande-Bretagne actuelle. Cette année-là, les païens venus du nord arrivèrent en Bretagne avec une flotte, comme des frelons munis de leurs dards, et se propagèrent en tous sens comme des loups très funestes, pillant, saccageant et massacrant non seulement bêtes de somme, moutons et bœufs, mais aussi prêtres et diacres, ainsi que les communautés de moines et de nonnes. Ils sont décrits par ailleurs avec les termes qui sont attribués aux barbares dans l'Antiquité romaine, parce que ceux qui écrivent, ils sont aussi imprégnés de culture antique, donc ils vont projeter sur ces hommes du Nord l'image alors bien sûr des païens. Avant toute chose, ce sont des païens, des non-chrétiens, donc là il y a un enjeu de religion qui est très fort, et surtout qui s'attaquent de manière privilégiée effectivement aux sites ecclésiastiques, mais pas tant pour des raisons religieuses que pour des raisons pour le coup matérielles. C'est les lieux de concentration de la richesse, et notamment d'une richesse mobilière. Ils dévastèrent tout, piétinèrent les lieux sacrés avec leurs pieds impies, brisèrent les autels et s'emparèrent de tous les trésors de la Sainte Église. Ils tuèrent quelques frères, en réduisirent d'autres en esclavage, en chassèrent de très nombreux, dénudés, malmenés et couverts de honte, en noyèrent certains dans la mer. Ils sont appelés païens, ils sont appelés pirates, là aussi c'est un vocabulaire antique, et barbares, parce que voilà, on les oppose à la civilisation qui est chrétienne et latine, pour l'essentiel. La relecture qui est faite aujourd'hui, c'est que ces sociétés, ce ne sont pas des sociétés uniquement, on va dire, du pillage et de l'agression. C'est-à-dire que c'est des sociétés complexes. S'il y a une dynamique à partir de la fin du 8e siècle et qui s'étale jusqu'au milieu du 11e siècle et qui concerne toute l'Europe du Nord,
C'est des raids qui vont depuis la côte de la Baltique, surtout sur les îles britanniques. C'est les îles britanniques pour lesquelles le choc est le plus grand. Et puis le littoral franc jusqu'à non seulement la Bretagne, mais même jusqu'à la vallée de la Garonne. Et puis même à certains moments, ils vont jusqu'en Méditerranée, par le détroit de Gibraltar. Première relecture, qui a une dynamique politique et pas uniquement de prédation. Et puis il y a une dynamique aussi économique. Ces Scandinaves sont tout autant des commerçants que des guerriers. Il y a une articulation très forte entre commerce et guerre, puisque le pillage, par exemple, c'est l'occasion d'avoir des esclaves, de capturer des esclaves, et pas uniquement des biens mobiliers, comme je disais tout à l'heure. Ces esclaves, on va les revendre. L'or ou l'argent qu'on récupère des trésors, soit on conserve les objets, soit surtout on va réutiliser les métaux et les pierres précieuses, on va les réinsérer dans des circuits commerciaux, puis eux-mêmes ils vendent des produits, du bois, des fourrures, des métaux. Et dans toute l'Europe du Nord, ils sont aussi des fondateurs de villes, c'est-à-dire que c'est pas non plus, on a aussi une image parfois très rurale. Alors que, par exemple, la ville de York, la ville de Dublin, dans les îles britanniques, sont des fondations scandinaves. Et dernier élément, c'est que même la dimension militaire et guerrière, il faut moins imaginer un monde complètement extérieur qui vient agresser, des formes d'étrangeté absolue. Les Scandinaves, les Vikings, sont depuis longtemps en interaction avec les pouvoirs, notamment francs, et entretiennent avec eux des relations complexes de diplomatie, et par conséquent, on n'a pas un front viking contre des francs, on a très souvent des alliances entre des francs, voire même des bretons et des vikings, contre d'autres francs et bretons et vikings, dans le cadre des tensions internes au monde franc ou à la péninsule armoricaine, en Angleterre c'est encore plus vrai, dans lequel les Vikings sont partie prenante d'un jeu géopolitique beaucoup plus compétitif qu'une simple opposition païen, chrétien, latin, viking, etc. En vous écoutant, on comprend donc que ces Scandinaves sont avant tout des opportunistes. Les nombreuses périodes de raids sur la Bretagne tout au long du IXe siècle correspondent à des moments de tension politique, voire même, disons-le, de guerre civile. Et en 907, le roi de Bretagne Alain le Grand meurt sans successeur direct. Donc de nouveau, compétition au niveau local, là, ça réintéresse les Vikings. Et puis surtout, à partir de 911, ils ont obtenu une installation pas très loin dans la basse vallée de la Seine. Donc, entre 907, la mort d'Alain le Grand, et 911, l'installation dans la basse vallée de la Seine et la reconnaissance par le pouvoir franc, là, il y a un nouveau contexte qui explique qu'il y a une nouvelle forme de projection, d'expansion sur la péninsule armoricaine. 911, c'est donc le fameux traité de Saint-Clair-sur-Epte par lequel le roi de Francie donne des terres à un chef scandinave, Rollon, pour qu'il s'y installe. J'ai pu lire dans des publications de vulgarisation historique que ce contexte expliquerait, et là je cite, que les Vikings sont venus rasier la Bretagne sur le conseil du roi de France qui voulait s'en débarrasser. Qu'en pensez-vous ? Il y a des dynamiques internes à la société scandinave qui les poussent à s'intégrer et qui sont réalisées en l'occurrence dans le monde franc par cette alliance de 911. Malgré tout, que savons-nous du contenu un petit peu de ce traité ? En fait, très peu de choses, et ça ne parle pas du tout de la Bretagne, parce que la Bretagne est complètement hors champ de ces enjeux en 911. Il n'y a pas d'interaction directe, apparemment, avec la Bretagne. Je dis apparemment parce qu'en fait, 2 décennies après, en revanche, l'histoire propre de la Bretagne montre que les Normands de la Seine, comme on les appelle, donc Rollon puis son fils, ensuite Guillaume, s'intéressent fortement à ce qui se passe plus à l'ouest, que ce soit dans la future Basse-Normandie ou la péninsule armoricaine. Mais pour 911, non, il n'y a pas d'éclairage particulier sur la péninsule armoricaine. Et peut-on même savoir d'où venaient les guerriers qui ont attaqué Landévennec en 913 ? Tout est ouvert parce qu'en fait, la seule information qu'on a, historique, j'entends, hormis les témoignages archéologiques, c'est une petite mention qui dit à l'année 913. Cette même année, le monastère de Saint-Gwenolé fut détruit par les Normands. Côté franc, il faut attendre le récit de Flodoard de Reims pour l'année 919 pour qu'on comprenne qu'en fait, il y avait eu des raids antérieurs. Mais l'événement n'est pas en soi rapporté. Donc ça, c'est un peu intriguant, surtout qu'ensuite Flodoard raconte, pas de manière forcément très détaillée, mais enfin évoque véritablement les grands raids scandinaves en Bretagne en 919. L'an de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, 919, dans la partie maritime de la Bretagne, au pays de Cornouailles, les Normands pillent, ravagent et détruisent tout. Ils emmènent, vendent ou chassent tout le reste des Bretons. Donc on se dit pourquoi il ne parle pas de 913. Donc oui, les Scandinaves sur lesquels on n'a aucun renseignement, qui prennent Landévennec en 913, ils peuvent très bien être venus d'Angleterre, d'Irlande, de Normandie, ou directement de Scandinavie, on n'en sait rien. Pourquoi attaquer Landévennec ? Alors sans doute parce que c'était facile. Il y a de nouveau un effet d'opportunité.
C'est à la fois, comme tout monastère, un lieu de concentration, effectivement, de richesse, mais il était facile. Alors, d'abord, le site lui-même, parce que c'est un site d'estuaire, de nouveau, hein, comme pour Nantes, pour la Basse-Seine, c'est quand même, l'accessibilité depuis la mer est quand même facile. Il est en plus tout proche du rivage, donc voilà. Il est loin des grands centres de pouvoir, que sont les sièges épiscopaux, hein, pour l'essentiel. On peut considérer qu'il était relativement exposé. Et on l'a dit, il semble y avoir un vide du pouvoir après 907 et la mort d'Alain le Grand sans successeur. Encore une fois, la documentation est très faible, mais grâce aux fouilles archéologiques, on peut avoir une idée de ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que les fouilles archéologiques, déjà, elles viennent valider la source écrite, ce qui est très rare. La plupart du temps, quand on a une mention comme ça analytique, on peut soit lui accorder crédit, soit non, mais on n'a pas d'argument. On n'a aucun moyen de vérifier. Donc là, ce qui est intéressant avec les vestiges archéologiques, c'est que malgré tout, grâce à la datation assez précise qu'on a pu faire d'une couche d'incendie, on a pu mettre en rapport information archéologique et information écrite, source écrite. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, il y a un deuxième élément exceptionnel dans les vestiges de Landévennec, c'est qu'on a retrouvé une sépulture avec pratique d'incinération, puis déplacement et des restes et inhumation des restes, dans une forme aussi de, on va dire, petite monumentalité de la sépulture. Donc l'incinération, elle est clairement pas possible en contexte chrétien, elle est interdite. Donc là, on avait une attestation qui avait bien que l'incendie était bien lié à un événement militaire et à la présence de combattants païens. Donc par recoupement, assez logiquement, on les assimile aux Scandinaves, aux Vikings. Et puis le soin dont semble avoir fait l'objet cette sépulture, on peut présumer que c'était quand même pas un personnage de second rang, donc les combats avaient dû être quand même assez importants. Donc ça, c'est les premiers éléments qu'on peut avoir. Après, on a des éléments un peu postérieurs, c'est-à-dire qu'on sait que les moines de Landévennec sont réfugiés très loin au nord, dans le comté de Ponthieu, en Normandie, dans la vallée de la Canche, dans un endroit assez important, Montreuil-sur-Mer. Là, on se dit, s'il y a quelques moines, une dizaine, qu'on trouve à Montreuil, on se rend compte que ça a peut-être été plus complexe qu'un simple raid militaire. Peut-être, de nouveau, on est dans l'hypothèse absolue, mais ce qui est possible aussi, c'est que une partie de la communauté ait été informée ou ait eu le temps de fuir avant, avec des soutiens. Toutes ces communautés, elles fuient pas, c'est pas l'exode de 1940, quoi. C'est pas la catastrophe avec tout le monde sur les routes, etc. C'est souvent assez organisé. Et prennent des dispositions, notamment pour mettre à l'abri les reliques des saints, les principaux manuscrits ou des choses comme ça. Et puis, ils bénéficient de soutien des évêques, des nobles, etc., qui leur proposent à la fois des étapes et puis surtout un lieu de destination où ils vont pouvoir temporairement ou peut-être définitivement se réinstaller. Et là, le fait qu'on ait ces moines assez loin, dans un contexte géopolitique particulier, économique particulier, qui est survécu à l'événement 913, soit ils ont survécu à l'événement militaire qui a été... soit la communauté était peut-être en partie avant le raid, finalement, et que localement, c'était peut-être des paysans, enfin, on ne sait pas. De nouveau, on ne peut pas savoir précisément. Donc voilà un petit peu les éléments d'hypothèse qu'on peut avancer pour ce qui se passe en 913. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Enfin, on est vraiment dans l'hypothétique. Dans le récit qu'on peut lire un peu partout depuis le XIe siècle, repris au XIXe jusqu'à aujourd'hui, on apprend que les Vikings s'installent ensuite en Bretagne, que les élites laïques s'exilent également après 913, et reviennent triomphalement en 936. Il est impossible de parler d'une installation viking, surtout en comparaison avec la Normandie voisine. Et dans mes lectures, j'ai eu l'impression que l'événement Landévennec 913 n'est pas vraiment raconté pour lui-même, mais plutôt pour introduire, et je dirais même pour magnifier le retour de 936. Complètement. Il y a une imagerie du retour triomphateur du fils de Macédoc, Alain Barbetorte, en 936, à Nantes en particulier, puis ensuite du côté de Dole, comme une sorte de reconquête menée de l'extérieur, de l'étranger, depuis l'Angleterre en fait, de la Bretagne. Et ça, c'est un récit qui est entièrement construit sur des éléments de nouveau très documentaires, très fragiles et très tardifs, puisqu'en fait, en gros, c'est essentiellement la Chronique de Nantes, qui est un texte complexe dans la datation, et même la compilation est complexe, mais qui ne date pas d'avant le milieu du XIe siècle, donc qui est postérieur de plus d'un siècle aux événements, et qui est composé dans l'entourage des comtes de Nantes de l'époque, qui se revendiquent d'Alain Barbetorte comme leur ancêtre fondateur, et qui ont tout intérêt à héroïser leur lignée et le fondateur de la lignée, surtout qu'au milieu du XIe siècle, la Bretagne n'est pas du tout unifiée. Donc c'est un récit qui à ce titre-là, ne peut être que perçu, analysé avec prudence. En croisant d'autres sources, pour vous l'histoire est bien différente. C'est le comte de Rouen, le fils du fameux Rollon, qui serait à la manœuvre. Alain Barbetorte y rentre en Bretagne, mais au même moment, il y a l'héritier de la couronne de Francie, Louis d'Outre-mer, dont la mère était anglaise, qui s'était aussi réfugié en Angleterre. Il y a un double retour,
Louis IV, dit d'Outre-mer, parce qu'il vient justement d'Outre-mer, qui a été élevé à la cour d'Angleterre, comme Alain Barbetorte, revient en Francie et Alain Barbetorte revient en Bretagne. Et ça, c'est négocié par Guillaume, le fils de Rollon, qui est comte de Rouen. Et c'est lui qui a la manœuvre, avec, nous dit-on, un abbé de Landévennec. Bon. Là, c'est la grande géopolitique qui permet le retour d'Alain Barbetorte, dans le cadre d'une paix conclue finalement, enfin d'une alliance conclue entre la famille carolingienne, qui reprend le pouvoir en Francie, le roi d'Angleterre, Æthelstan, qui est vraiment le personnage le plus puissant de l'affaire, et Guillaume de Rouen, qui lui-même se rapproche du roi anglais et permet cette résolution. Donc Alain Barbetorte, son retour, il est quand même porté par ce contexte qui fait qu'il a pu revenir, cette fois-ci en triomphateur, effectivement, vraisemblablement en 936, grâce à l'appui du roi anglais, du comte de Rouen et du nouveau roi de Francie, Louis d'Outre-mer. Donc il y a une conjoncture politique beaucoup plus générale que le contexte des rivalités entre Scandinaves, Vikings et Bretons à l'échelle locale, même si en revanche, au milieu du XIe siècle, quand on veut raconter les événements, on en fait le récit d'une reconquête aux dépens des Vikings, parce que là aussi il y a la dynamique chrétienne, c'est les chrétiens contre les païens, et il faut héroïser la figure d'Alain Barbetorte et à travers lui la lignée des comtes de Nantes. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Nicolas Amaury et Anna Quéré. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.